Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire de la Société québécoise de phytotechnologie. Donc, avant de passer au webinaire, j'aimerais vous présenter nos partenaires financiers. C'est grâce à eux que la SQP peut proposer des activités gratuites comme celle d'aujourd'hui. Ce webinaire est donc réalisé grâce au soutien de Rousseau Lefebvre qu'on remercie grandement. Donc, sans plus tarder, je vous présente Michel Labrec, conservateur et chef de division de recherche et développement scientifique au Jardin botanique. Il nous présente donc son webinaire intitulé Le défi de la phytorémédiation de friches en zone industrielle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous voyez mon écran. C'est Oui, bon. Alors, merci Cynthia pour la présentation. Ravi d'être là ce matin pour vous parler de projets qui m'enchantent et qui me passionnent. Et ravi de voir la participation de ce matin par un vendredi froid de décembre, un peu avant les fêtes. Euh, c'est intéressant de voir que cette société suscite toujours l'intérêt puis de la participation après toutes ces années. Et aujourd'hui, je vais vous parler justement d'un aspect de phytotechnologie sur lequel moi je travaille depuis plusieurs années, euh, qui consiste à remédier, réhabiliter des sols qui sont contaminés en utilisant des plantes. Et je vous parle de sols contaminés puis de sites contaminés. C'est une problématique qu'on retrouve partout dans le monde, dans toutes les grandes municipalités, dans toutes les grandes villes dans le monde. Il y a, aux activités humaines, il y a des sols qui ont été contaminés. Très souvent, ces sols-là sont laissés à l'abandon pour plusieurs années. Mais il y a aussi des sites comme ça qui représentent un risque aussi parce que quand on a des sols contaminés, la contamination peut se disperser par le vent, par l'érosion, peut atteindre les nappes phréatiques et donc ça représente un danger pour l'environnement, pour la santé humaine. Et puis, ça peut aussi, et c'est ce qui est assez malheureux, c'est que ces sites-là sont souvent des foyers d'implantation de plantes indésirables, de plantes envahissantes. Les sols étant pauvres, c'est souvent les plantes les plus agressives, comme les plantes envahissantes, qui vont s'établir puis devenir des foyers de propagation de ces plantes qui sont indésirables en milieu urbain et dans nos milieux naturels. Et puis, c'est sûr que habiter un site ou à proximité d'un site contaminé, ça dévalue la valeur des propriétés. Ça crée des impacts sociaux aussi. Un site abandonné contaminé donne lieu souvent à toutes sortes de déversements anarchiques, de restes d'asphalte, de débris, de non-respect du site. Et donc, ça occasionne toutes sortes de problèmes, donc économiques, sociaux, évidemment environnementaux. Et c'est pour cette raison-là qu'on a besoin de s'y intéresser. La pratique normale de décontamination, alors, quand on vous dit le site a été décontaminé, dans la grosse majorité des cas, il faut comprendre que le site il a été surtout excavé, donc le sol a été excavé et transporté ailleurs pour être déversé puis confiné. Euh, Parfois, ça se fait bien, parfois, ça se fait pas très bien. Vous avez sans doute vu plusieurs cas de malversation, de déversement de sols contaminés dans des milieux naturels, à proximité de rivières, etc. Mais en plus, le déplacement de sols contaminés, ça entraîne un risque de propagation de cette contamination. On va la mettre ailleurs. Et vous comprenez que cette façon de faire, ça résout jamais le problème, ça fait juste le déplacer. Alors, quand on vous dira un jour, oui, oui, le sol il a été décontaminé, euh, soyez aux aguets, puis n'hésitez pas à dire non, il n'a pas été décontaminé, il a été déplacé. Et c'est souvent ce que je rappelle aux aménagistes ou aux ingénieurs qui nous parlent de sol, de décontamination de sol, en disant oui, oui, ça a été décontaminé ici. Alors, faut quand même mettre des guillemets autour de ça. Euh, une alternative, et puis c'est là que je viens à la phytorémédiation, une alternative à ces pratiques d'excavation, puis de transport et d'enfouissement de sol, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la phytorémédiation. C'est une méthode qui utilise des végétaux, mais pas juste les végétaux, on fait appel aussi aux micro-organismes qui sont associés aux plantes pour
dégrader, décontaminer, absorber les contaminants et vous comprenez que c'est plus respectueux de l'environnement puis des principes de développement durable. Là, on travaille de façon in situ, donc sur le site, on déplace pas de sol et on règle le problème sur place en améliorant la qualité des sols aussi, parce que ça préserve justement la structure et la complexité des sols. Et puis, ben, quand on fait de la phytorémédiation, il faut voir tous les autres avantages qui sont générés, puis j'aurai l'occasion d'en parler. Il existe plusieurs formes de phytorémédiation. Celle auxquelles on fait plus souvent référence ou qui spontanément on comprend, c'est qu'on met des plantes puis ça va absorber les contaminants. Ça marche bien avec certains types de contaminants, notamment les métaux, donc les contaminants inorganiques. Les plantes sont capables de absorber par leurs racines des contaminants qui vont être transloqués, donc déplacés du sol aux racines, puis des racines aux parties aériennes, puis une récolte des parties aériennes décharge progressivement le milieu. Donc ça, c'est bon pour les métaux. On peut aussi stabiliser, simplement avoir des plantes qui vont éviter la dispersion de la contamination. Ça peut se faire autant avec des contaminants inorganiques qu'organiques, donc des hydrocarbures pétroliers, etc. Mais dans ce cas-là, on va compter plus sur la capacité des racines à fixer ou à absorber les contaminants sur la rhizosphère, sur les portions racinaires, ou alors dans le sol en jouant sur les propriétés du sol. Donc ça, c'est une phytostabilisation. Ça n'enlève pas les contaminants, mais ça les rend moins à risque pour l'environnement. On peut faire de la dégradation en utilisant des plantes et des micro-organismes, mais quand on parle de phytodégradation, c'est plus l'action des plantes. L'action des plantes, les plantes peuvent exuder des composés, des enzymes ou des acides par leurs racines qui vont aider à la dégradation de certains contaminants organiques. Évidemment, on parle ici de molécules plus complexes que des molécules, que des composés inorganiques. Mais donc ça peut se faire soit à l'extérieur de la plante ou dans la plante, une phytodégradation. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Et puis, ben, ce qui se passe dans la rhizosphère, la rhizodégradation, ben, ça concerne aussi que les contaminants organiques, mais c'est une dégradation qui, dans ce cas-là, est plus due à l'action des micro-organismes. Mais les plantes ont un rôle important au sens où, dans ce cas-là, les plantes peuvent nourrir par les sucres sécrétés par leurs racines, les communautés microbiennes qui vont être plus actives pour dégrader les molécules. Et donc, il y a toutes sortes de procédés. Généralement, on travaille de façon à combiner toutes ces approches-là, puis c'est plutôt rare, surtout dans les friches industrielles, qu'on utilise un processus plus que l'autre. On va surtout miser sur l'ensemble de ces processus-là. Euh, Peut-être une petite image pour vous expliquer qu'est-ce qui arrive quand les euh, contaminants entrent dans la plante. Alors, si c'est des contaminants organiques, là je parle des hydrocarbures pétroliers, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP et autres choses, ben, ces molécules-là peuvent parfois être absorbées, généralement pas, mais quand ils le sont absorbés par les plantes, on va espérer que ces contaminants vont être dégradés par des processus enzymatiques dans la plante, puis chélatés par différentes molécules dans le métabolisme de la plante pour être pour être détoxifiés puis rendus inoffensifs, puis parfois stockés dans les membranes ou les vacuoles. Même chose pour les composés, les métaux. Les métaux, on souhaite qu'ils soient absorbés par les racines, comme je le mentionnais tout à l'heure, et stockés dans les tissus, souvent dans les parties aériennes, idéalement dans les parties aériennes, mais dans ce cas-là, on va les retrouver dans les parois cellulaires ou dans les vacuoles pour pas interférer avec le métabolisme des plantes. Alors, c'est une stratégie que les plantes ont développée pour se protéger de certains contaminants ou molécules ou produits qui seraient nocifs pour leur métabolisme. Donc, on est capable on comprend de mieux en mieux les processus impliqués, quels sont les différents procédés pour pénétrer la paroi membranaire, comment se fait le transport, etc. Mais c'est plus complexe, puis je n'irai pas plus loin là-dedans, mais simplement garder en tête que quand les plantes absorbent des contaminants, elles vont avoir
tendance à stocker ces contaminants-là ou qui sont problématiques pour leur métabolisme, soit dans les vacuoles, soit dans les parois. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler surtout parce que j'avais envie de vous donner un exemple concret. Vous savez, quand moi je parle de phytorémédiation, on me dit souvent, ouais, mais ça marche pas. Je me bute souvent à des gestionnaires d'entreprises privées, de municipalités qui sont un peu sceptiques par rapport aux capacités de la phytorémédiation pour remédier des terrains, des grands terrains. Et par chance, on a eu l'occasion de réaliser un projet que je qualifie du plus grand projet de phytorémédiation euh, au Canada. Je pense pas qu'il y a eu d'équivalent. Il y a eu des sites miniers qui ont été recouverts dans l'Ouest canadien ou dans le nord du Canada, même au Québec. Mais c'est plus du recouvrement. Il n'y a pas un effort de décontamination dans ce cas-là. Alors que dans ce qu'on a fait dans l'Est de Montréal, c'est un mandat qu'on a reçu de la ville de Montréal pour expérimenter ce qu'on appelait un banc d'essai. Donc, au départ, c'était l'idée d'essayer de voir comment on pouvait utiliser des plantes, quelles qu'elles soient, pour décontaminer des sites. Et ça a été une chance qu'on a eue parce qu'on a pu faire ce projet-là pendant plusieurs années, ce qui est très rare dans des projets de recherche d'avoir l'occasion de faire un projet sur plusieurs années. Dans ce cas-là, ça a duré 8 ans, 2 cycles de 4 ans, financés par le service du développement économique de Montréal. C'est assez curieux, là. C'est pas le service de l'environnement, ni, je sais pas, les grands parcs. C'était donc le service du développement économique. Et on a reçu aussi de l'argent de la Fondation canadienne des municipalités. Euh, on a conduit ce projet-là pendant 6 ans et c'est de lui dont je voudrais vous parler aujourd'hui pour vous résumer un petit peu ce qu'on a observé. Donc, les objectifs de ce projet au départ, c'était de tester différentes variétés, espèces végétales pour voir quelles étaient les plus efficaces, les mieux adaptées, de développer des méthodes qui conduisent à, mettons, à la meilleure implantation, les meilleurs rendements, les meilleures capacités d'absorption des métaux lourds puis de la dégradation des hydrocarbures. Ben, évidemment, quand on fait des projets de cette envergure-là, il faut non seulement établir de la végétation, mais il faut la gérer d'une façon ou d'une autre. Et il faut aussi assurer de l'acceptabilité sociale. Donc, on avait un mandat aussi de s'assurer que les citoyens euh, et les élus soient mis au courant des différentes étapes. Puis on a eu des rencontres avec les citoyens, donc c'était assez intéressant de voir comment la, la perception des citoyens a évolué au fil du temps, mais j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. En fait, on a travaillé sur 4 hectares, on en voit trois. Il y a un quatrième hectare qui est un peu plus au nord de ce secteur-là. On est dans Pointe-aux-Trembles. Vous voyez la trame sur laquelle on travaille. Donc, c'est une région où il y a une très forte concentration d'industrie, surtout d'industrie pétrochimique, mais qui côtoie des quartiers résidentiels, il y a un conflit là, entre les usages de terrain puis d'espace. Donc, les citoyens à proximité euh, des industries se plaignent souvent des odeurs, des problèmes de contamination, de risques de contamination de leur potager, etc. Mais donc, on a travaillé sur des zones qui appartiennent à la ville de Montréal et qui nous ont été comme euh, cédées pour conduire ce projet-là, euh, qui ont donc amorcé en 2016. On est sur des friches, on n'est pas sur des terrains miniers, on est sur des friches industrielles et la contamination, ben, elle est pas si sévère, mais les sites sont quand même considérés comme contaminés parce que dans certains secteurs, ça dépasse les seuils. On trouve de tout. On trouve des métaux, les principaux étant ceux que j'ai mis entre parenthèses, donc du cuivre, du sélénium, du zinc, du plomb euh, à certains niveaux, des fois très élevés, mais c'est souvent des hotspots de contamination. C'est pas une contamination qui est très égale, mais on va trouver des plages donc de ces contaminants-là très intenses. Des hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc des HAP, à pas des très hauts niveaux, mais quand même. Et d'autres contaminants organiques comme des C10, C50. On n'a pas trouvé d'autres choses, genre des BPC ou d'autres molécules plus problématiques et plus dangereuses. Donc, c'est des contaminants typiques
des activités industrielles et de friches industrielles. Mais donc, c'est à ça qu'on s'attaquait. Mais au début du projet, on a testé des graminées, des légumineuses et de différentes espèces d'arbustes. Et durant les premières phases de ce projet, on a testé des plantes pour voir comment on pouvait établir des plantes sur ces sols-là qui sont pauvres, comment elles pouvaient être gérées et ce qu'elles donnaient en termes de capacité d'absorption, etc. Euh, bon, moi, je suis un spécialiste, si je peux dire, mais depuis beaucoup de temps, ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse beaucoup au sol. Mais en dépit de mon intérêt naturel pour ce genre de plantes, je dois dire que avec des plantes ligneuses à croissance rapide, on atteignait plus rapidement les objectifs qu'on voulait avoir, c'est-à-dire des plantes qui résistent bien à ces environnements aux conditions très difficiles de sol compacté, mal drainé. Euh, euh, contaminés, etc., et très pauvre en matière organique. Et donc, quand on établit des plantes à partir de boutures, de saules ou de peupliers, on a facilement un meilleur résultat. Donc, des plantes faciles à propager parce qu'on ne met pas des semis comme quand on sème des graminées ou tout ça. Les semis sont irréguliers, germent pas toujours très bien, c'est compliqué à gérer, la biomasse est difficile à récolter, etc. Alors que quand on travaille avec des plantes qui poussent rapidement, qui se développe rapidement, c'est plus aisé à gérer. Euh, c'est des plantes qui peuvent être resseppées ou taillées. Et ça, c'est extrêmement important en phytorémédiation. Il faut pouvoir récolter de la biomasse si on veut extraire les contaminants inorganiques. Et plus on a de la biomasse, plus on a des quantités de biomasse, plus on sort des contaminants. Et donc, ça, c'est important d'avoir beaucoup de biomasse. Et il n'y a rien qui pousse plus vite sur ces sites-là. Enfin, on n'a rien trouvé qui poussait plus vite que des saules et des peupliers, donc des plantes de la famille des salicacées. Effectivement, les saules peuvent absorber plusieurs contaminants inorganiques. Ce pas des hyper euh, accumulateurs, comme il existe des plantes qui sont reconnues dans le monde comme des hyper accumulatrices, mais ils accumulent quand même certains des contaminants ciblés qu'on avait besoin de sortir sans les concentrer, mais comme ils font beaucoup de biomasse, on arrivait à sortir pas mal de contaminants au fil des années. C'est des plantes aussi qui sont efficaces pour dégrader des contaminants organiques. Je vous ai expliqué tout à l'heure les actions de phytodégradation ou de rhizodégradation font énormément de racines et ça, c'est propice à maintenir une activité microbienne plus forte. Donc ça, c'est intéressant. C'est des plantes qui sont esthétiques et qui créent rapidement un impact visuel et c'est ce qu'il faut. C'est difficile de travailler sur des sites comme ceux-là avec des plantes, mettons, qui n'ont pas beaucoup de croissance, qui sont tapissantes, parce que on a vu rapidement que pour imposer un respect du site, si on produit des plantes qui atteignent des tailles intéressantes rapidement, mais ça génère ou ça entraîne un respect du site, ça évite des nouveaux déversements, ça donne lieu à une appréciation meilleure, même si elle est juste basée sur le fait qu'il y a des plantes qui poussent, mais à la fois les citoyens, les élus, quand ils voient des plantes qui poussent, ils ont l'impression qu'il se passe quelque chose, ce qui est moins le cas lorsqu'on met des plantes qui restent au ras du sol. C'est des plantes qui transpirent beaucoup, puis ça, c'est un intérêt pour nous qu'on a découvert en cours de route. C'est bon d'avoir des plantes qui transpirent, et pour diverses raisons, puis je vais y revenir sur ce point-là. Et ben, comme je le disais, c'est des plantes qui s'installent bien sur des sols pauvres, qui ne sont pas exigeantes. Ce sont des plantes qu'on dit pionnières. Et, euh, et ça, c'est intéressant d'avoir des plantes qui normalement ont évolué pour coloniser des sites qui sont mis à nu, souvent après un feu ou après, je sais pas, après même le retrait d'un glacier, etc. Donc, les plantes pionnières sont intéressantes pour, euh, pour coloniser des sites aussi pauvres que ces sols-là. Ben, vous voyez un peu le genre de sol sur lequel on travaille. On établit donc des végétations parfois sur des graviers où il y a très peu de matière organique. On va nous aider en appliquant parfois sur des rangs sur lesquels on va mettre des boutures de sauge, donc un peu de matière organique, du compost pour faciliter l'établissement, mais on travaille quand même dans ce genre de substrat.
et de sol. Il y a un aspect qui est intéressant aussi, c'est que les saules sont parmi les espèces qui ont les plus longues saisons de croissance sous nos climats. Vous allez dans les champs très tôt au mois de mars, il y a encore de la neige dans le sol, et puis vous allez voir les saules commencer à bourgeonner, les chatons, donc les bourgeons floraux vont déjà être presque en train d'éclore. Puis vous retournez dans ces champs très tard alors que les premières neiges sont arrivées. Il n'y a plus une feuille dans les arbres et puis les saules sont encore, en feuilles. Et pour nous, c'est intéressant. On a même essayé d'évaluer est-ce que nos saules qui sont encore en feuilles rendus au mois de décembre sont photosynthétiques. Et on a fait un travail qu'on a d'ailleurs publié, qui est un projet intéressant avec des étudiants qui travaillent avec nous. Et on a trouvé effectivement que oui, les saules sont tout à fait photosynthétiques, même à des températures froides et même jusqu'aux premières neiges. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est-à-dire que plus on a des longues saisons de croissance et d'activité, que les plantes sont actives, plus elles sont longuement actives pour faire le travail qu'on leur demande de faire ici, c'est-à-dire d'être efficaces pour dégrader ou absorber des contaminants. Si on travaillait avec des plantes qui, dès le mois d'octobre, n'ont plus de feuilles, ben, on perd un mois ou deux d'activité. Et ça, c'est important, surtout sous nos climats où on a besoin, où nos saisons de croissance sont relativement courtes. Alors, c'est un autre avantage de travailler avec des saules. Dans notre projet, on a testé plusieurs techniques d'implantation. Vous les connaissez peut-être, là, les gens de la SQP connaissent sans doute les capacités des saules. Pour moi, c'est le meilleur outil de phytotechnologie. Alors, on a essayé des boutures, des longues tiges couchées dans le sol. Et là, on utilisait ces approches-là selon la nature du sol, selon la profondeur de la contamination, etc. On a travaillé avec des grandes tiges de saule, des espèces, avec des diamètres déjà assez imposants qu'on enfonce pratiquement à la masse, mais qui permettent d'aller chercher, d'enfouir la tige ou la grande bouture à des profondeurs qui vont permettre de faire des racines en profondeur, et puis ça donnait lieu à des résultats intéressants. Et puis, ce sont des approches finalement on a développées, on a publiées, on a expérimenté ça pour d'autres utilisations, pour stabiliser des sols sous des lignes de transport d'électricité, par exemple, où on a besoin de coloniser rapidement des sols avec des approches. Et l'idée d'utiliser des micro-boutures de sol comme des propagules qu'on peut disperser sur le sol pour rapidement mettre un couvert végétal, ben, elle est intéressante pour la phytorémédiation, elle est intéressante pour la stabilisation de berges et pour d'autres applications. On a même fait ça en Chine dans le cadre d'autres projets, mais non, c'est une technique là, qu'on a utilisée qui peut être appropriée pour certains types de projets. Puis dans notre cas, euh, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quand on fait de la phytorémédiation, on veut maximiser la densité de tiges, mais surtout de racines dans le sol pour aller chercher le plus de contaminants possible et, euh, et permettre le plus d'absorption ou le plus de dégradation. Donc, il faut vraiment densifier le sol pour avoir des racines presque partout. Ça permet aussi de promouvoir l'activité microbienne, puis ça c'est important pour la dégradation des composés, des hydrocarbures, etc. Puis c'est sûr qu'on génère plus de biomasse par unité de surface, ça c'est intéressant aussi pour la question d'utiliser cette biomasse-là puis de la gérer. Donc c'est beaucoup la stratégie qu'on a utilisée. Et un autre aspect que j'ai effleuré tout à l'heure, c'est qu'on s'est aperçu que quand on densifie la, la colonisation des sols par des saules, on arrive à avoir une très, très forte transpiration. Et cette transpiration, elle est intéressante parce que ça permet de créer une espèce d'ascenseur hydraulique sur le sol et d'entraîner des contaminants dans les horizons de surface. Alors, ça peut nous jouer des petits tours parfois parce qu'on a l'impression que quand on met des saules, il y a plus de contaminants 2 ans après qu'il y en avait au début. C'est parce que les contaminants qui sont en profondeur vont migrer vers les horizons de surface. Mais ça, c'est intéressant à bien des égards dans un projet où on a travaillé, pas à Montréal, mais à Varennes, où la problématique était des BPC. On s'est aperçu que
enfin, on s'est aperçu en cours de route, parce que c'était pas l'objectif au départ, mais que cette capacité des sols à concentrer plutôt les contaminants dans les horizons de surface, ça permettait de traiter des sols où la contamination était en profondeur, puis de les amener en surface où ils peuvent être décontaminés. Dans notre cas, avec notre partenaire Pétromont à Varennes, euh, eux, ils ont été intéressés par notre projet, ils nous ont suivis, puis on était toujours un peu embêtés de leur dire que la contamination diminuait pas, mais augmentait. Ça, c'est jamais gagnant-gagnant pour comme client. Mais à la fin du compte, quand ils ont réalisé ça et puis qu'ils ont eu à décider que, bon, OK, on va plutôt mettre la pelle mécanique dans le sol parce que ça ne donne pas tout à fait les résultats qu'on veut, ben, ils n'ont eu qu'à excaver les quelques premiers centimètres de sol, disons les 15-20 premiers centimètres de sol, plutôt que le mètre et demi ou 2 mètres de sol qui était prévu dans leur plan de réhabilitation du site. Et ça a occasionné une économie de 80% de leur coût de décontamination et une économie en argent de 15 millions de dollars pour notre partenaire. Alors, eux, ils ont trouvé finalement notre approche de traitement des sols avec des sols très intéressante parce que si ce n'était pas tout à fait l'objectif de départ, ça s'est révélé être un aspect très, très gagnant. Euh, je vous parle d'hétérogénéité des sites parce que c'est ça. Des sites, des friches industrielles, c'est extrêmement hétérogène. On trouve de tout. Pas un ami, là, mais on trouve vraiment de tout sur ces sols-là, des objets, des résidus de toutes sortes, évidemment des contaminants de toutes les sortes, mais et la contamination n'est pas très égale. Alors j'ai mis à côté, dans le coin à gauche de l'image, quand on fait des expériences en pot avec des plantes, quel que soit pour pour étudier les capacités des plantes à absorber des contaminants, mais on a une image assez fausse de ce qui se passe et on peut tirer des conclusions euh, un peu inexactes parce qu'on force un peu la plante et les racines, comme vous pouvez le voir, à rester dans le pot puis à être confinées au sol contaminé puis ne pas avoir le choix de croître dans ce sol-là. Dans un sol, dans une friche industrielle ou sur le terrain, en fait, les, les plantes ne vont pas nécessairement développer des racines qui vont se diriger automatiquement vers les zones contaminées. Il est probable d'ailleurs qu'elles vont tout simplement les éviter. Alors, d'une part, effectivement, ça rend nos interprétations complexes, mais d'autre part, ça explique pourquoi notre objectif de densifier la présence de plantes pour faire en sorte que les racines n'aient pas le choix finalement d'aller prospecter tous les volumes et toutes les interstices de sol. En les densifiant, ben, ça évite que les racines aient tendance à justement aller n'importe où puis éviter les zones non contaminées. Donc, en densifiant, ça nous assure que les racines auront un peu l'obligation d'aller même dans les zones moins intéressantes. Alors, je vous présente un peu une image vue du ciel là, d'un des sites là, qui est en traitement. Vous voyez, dans le bas de l'image, on est à proximité des réservoirs de Suncor. De l'autre côté, c'est pas des réservoirs, c'est des piscines. Ben, c'est des réservoirs, mais des réservoirs d'eau, ce sont des piscines. Donc, vous voyez qu'on est à la limite des résidences privées puis des industries. Mais j'ai mis cette image-là pour vous montrer que un peu la distribution des contaminants. Quand on fait des cartes de la distribution des contaminants, c'est un peu le portrait qu'on a. Il y a de la contamination, l'eau comme tel, l'eau tel qu'il est délimité par je sais pas, l'administration municipale, il est considéré contaminé. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de zones vertes qui sont non contaminées, puis des zones rouges qui sont contaminées, mais c'est comme ça que la contamination se répartit sur les sites, ce qui rend le travail difficile aussi quand on veut, après ça, comprendre comment ça marche sur un site, la décontamination, quand on est dans les vraies situations. Alors, c'est pour cette raison-là que quand on a établi des dispositifs, on a mis en place énormément de réplicas. Donc, on répète l'expérience dans tous les secteurs des sites sur lesquels on a travaillé.
Puis donc, si on met des micro-boutures, des boutures complètes, amendées, non amendées, inoculées, pas inoculées avec des micro-organismes, on a différentes combinaisons de traitements, mais on devait, on se doit de, de s'assurer que les approches sont aussi répliquées dans tous les secteurs du site pour avoir une image assez fidèle et statistiquement valable de ce qu'on observe. C'est compliqué parce que c'est hétérogène, la contamination varie, elle varie en surface, elle varie en profondeur et les conditions aussi. Donc, c'est compliqué. Mais c'est à ça qu'on s'est attaqué dans ce projet. Je mentionne cependant une parenthèse que jamais les sites sur lesquels on a travaillé ont été clôturés et fermés aux citoyens. Même qu'on en a fait des sites où on laissait les citoyens venir. Et je me souviens d'avoir rencontré avec, enfin, rencontrer les citoyens dans le cadre de rencontres avec les gens de l'arrondissement, puis de leur avoir dit, vous savez, vous ne le savez pas, mais vous êtes dans l'éprouvette pour dire que, c'est une image bien sûr, pour dire que vous faites partie de l'expérience. On veut démontrer qu'on peut faire de la phytorémédiation en milieu urbain et que ça peut se faire sans que, en laissant les citoyens avoir accès à ces sites-là et avec un risque minimum, et même sans risque pour eux, et puis même que les sites puissent devenir quelque chose dont les citoyens pourront s'approprier comme zone verte dans les quartiers qui en manquent vraiment beaucoup. Et, et ça s'est bien fait de ce côté-là. Euh, bon, ça donne une idée de nos parcelles, comment on les établit. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup de zones mal drainées, hein. Quand les sols sont compactés, l'eau s'accumule au printemps, puis prend souvent beaucoup de temps à se drainer, puis à être évaporé, mais la présence de saules, justement, qui sont bien adaptés au milieu mal drainé, ben ça aidait aussi à la pénétration de l'eau ou à l'évapotranspiration de l'eau. Euh, une image avant, après, hein, ça vaut. Voyez le type de sol là, à gauche sur lequel on travaille et la végétation établie après avec des saules et des peupliers ici qui donnent déjà un couvert plus intéressant. Ça, c'est un espace c'est un espace qui était difficile à décontaminer parce que vraiment, dans ce secteur, là, on était sur des graviers essentiellement et un peu de matière organique, mais très, très peu. Mais quand même, on a réussi à établir une végétation là-dessus. Euh, Après une première phase de travaux, là, on a déjà, donc de 4 ans, on a déjà observé des diminutions importantes. Les hydrocarbures, ils se dégradent relativement vite par l'activité microbienne, puis par la présence de plantes. Dans certains secteurs, on les voyait plus après quelques années. Des contaminants inorganiques aussi, certains plus facilement absorbés par les plantes, le zinc, le cadmium, le sélénium, entre autres, les saules, on a découvert dans ce projet-là qui pouvaient être presque considérés comme des hyper-accumulateurs de sélénium. Alors, je ne sais pas ce qu'ils aiment du sélénium, mais ils aiment ça. Mais il y a des contaminants qui sont un peu plus difficiles à retirer, mais je vais y revenir. Mais en gros, des résultats encourageants dès les premières phases de travail, ce qui nous a permis de poursuivre ce travail-là. Euh, 4 ans plus tard, c'est un peu le portrait de ce qu'on a sur un certain site. Euh, sur le site qu'on voit ici, qui fait en fait 2 hectares, donc c'est 2 hectares, deux sites de 1 hectare chacun côte à côte, là. Les zones, tout ce qui est en vert, considéré comme décontaminé. Les taches roses sont plus contaminées. Mais vous voyez que la contamination, elle se limite là, sur ce grand secteur-là, presque rien. C'est-à-dire que il semble bien que ça avait fonctionné. Je montre cette image-là vue par drone, à quoi ressemblent nos parcelles, mais surtout pour vous dire que au fil de ces 8 ans de travail, j'ai mis des centaines, mais j'aurais presque pu dire au total non, enfin, on va rester dans cet ordre de grandeur-là, mais plusieurs centaines d'échantillons de sols à différentes profondeurs, de sols, de plantes, etc., pour essayer de comprendre puis aller chercher le maximum d'informations et pour en tirer les meilleures conclusions. Ce qui n'est pas simple parce que, pour toutes les raisons que j'exprimais tout à l'heure par rapport à l'hétérogénéité, donc c'est difficile de vraiment dire
on n'est pas dans une expérience où contrôle tout, on contrôle très peu de choses, en fait, quand on travaille sur des approches comme celle-là. À la limite, dans un champ agricole, pour les agronomes qui font des travaux en champ, les conditions sont beaucoup plus euh, comparables. Les sols peuvent avoir un peu de différence, mais en général, un sol agricole sur un champ agricole, la texture est relativement la même, le drainage aussi, etc. Ici, tout est différent d'un mètre à l'autre de surface. Mais le travail qu'on a fait à la fin pour combiner toute cette approche, ça a été donc de cumuler toute cette information-là, puis de réaliser une espèce de méta-analyse là, qui intègre tous les résultats de ce qu'on a fait pendant 8 ans et d'essayer de rentrer ça dans une matrice, puis d'analyser, puis d'essayer de retirer l'information. On a établi des taux de décontamination pour les différents contaminants euh, suivis. Euh, la concentration avant, la concentration après, divisée par le nombre d'années de traitement, nous donnait une espèce de taux de décontamination. Puis on arrive à ça, on est encore en train de calculer et de compiler toutes ces données. C'est complexe. J'ai la chance d'avoir un statisticien assez efficace qui travaille avec moi dans ce projet-là. Et je travaille ça avec un postdoc aussi qui est venu travailler avec moi pendant quelques années. Mais le portrait il est assez intéressant. Je ne sais pas si vous voyez bien les données ici, mais le bilan de... Là, je mets toutes les données confondues sur les 4 hectares de terrain et je vous montre que pour les principaux contaminants métalliques problématiques, le cadmium, le cuivre, le plomb, le sélénium et le zinc, et les critères du ministère de l'Environnement, le ABC, vous les connaissez. Mais vous voyez en gros là que euh, euh, les pourcentages dans la dernière colonne vous donnent le pourcentage de, 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 de données ou de points d'échantillonnage qui nous ont montré à quel seuil ils étaient. Bon, par exemple, si on prend pour le cadmium, euh, 99% étaient sous le seuil C, 97% étaient sous le seuil B, donc ça veut dire C est moins 99%, B est moins 97%, puis la plupart, on était déjà dans du A. Bon, le cadmium n'était pas le plus gros des problèmes, mais je vous disais que les sols absorbent bien le cadmium, donc ça a bien marché. Le cuivre est un peu plus problématique, mais quand même, tous nos sites confondus et tous les points d'échantillonnage, après 8 ans de travail, 65% étaient dans du B et mieux. Et il restait un 20% là, qui était, c'est-à-dire qu'il y avait un peu moins d'efficacité de ce côté-ci. On avait un peu moins de A, si on veut, que pour le cadmium, etc. Donc, le plomb, vous voyez, c'est pas aussi bien. Par contre, le zinc, au bas de l'image, a été plutôt bien sorti et bien décontaminé. Donc, en gros, ça se passe plutôt bien. Le sélénium n'est pas le meilleur, malgré le fait que je vous disais que les sols peuvent concentrer du sélénium, mais le sélénium, il est un peu plus présent que, mettons, le cadmium sur le site, et ce qui explique les différences entre les pourcentages qu'on observe ici. Mais cette image-là est juste pour vous donner une idée que euh, quand on réalise cette méta-analyse, on peut voir qu'effectivement, pour les métaux problématiques, on y arrive vraiment à la décontamination, puis à ramener le sol dans des niveaux acceptables de B ou BC, mais presque de A dans bien bien des métaux considérés. Je voudrais mentionner une chose qui vient souvent comme question. Qu'est-ce que vous faites de la biomasse? Euh, c'est sûr que si les plantes absorbent des métaux, les transloquent dans leur partie aérienne, si on veut décontaminer le sol et le décharger, il faut récolter la biomasse. Donc, on la récolte. C'est une opération que nous, on faisait d'une manière on faisait ça avec pas des hauts niveaux on n'était pas très mécanisé, on faisait ça à la main, mais les parcelles restaient assez petites et gérables par une équipe de terrain. Mais donc, on récupère la biomasse et on avait un partenaire
que vous connaissez peut-être, là, Enerkem, qui reprenait notre biomasse et qui la transformait en biocarburant, en éthanol de seconde génération. Et donc, ça permettait donc de faire une belle boucle environnementale. On décontamine des sols, on produit de la biomasse, on améliore les conditions du sol puis l'environnement, on récolte cette biomasse-là et puis on la transforme ou on la convertit en biocarburant. Et donc, on substitue d'autant de combustibles d'origine fossile de cette manière-là. Donc, la boucle est intéressante et puis c'est évidemment ce qu'on souhaite faire et d'essayer de trouver des filières de récupération de cette biomasse-là. Pour l'industrie de la biotransformation ou de la production de biocarburants, la présence de métaux n'est pas un problème. Les métaux sont vite isolés dans le processus de transformation et ils peuvent tolérer une quantité de métaux beaucoup plus forte que ce qu'on nous on leur fournissait. On a travaillé avec d'autres partenaires, des cimenteries aussi pour recycler la biomasse, mais donc le meilleur des filières qu'on a trouvées, c'est celle qui permet de faire du biocarburant avec les plantes récoltées. Euh, J'arrive un peu vers la fin, mais vous comprenez aussi que quand on fait ça, on améliore bien sûr la qualité des sols, c'est l'objectif principal, mais on améliore aussi la qualité de l'air. Les saules, les peupliers sont des plantes qui photosynthétisent énormément, très actives. Il n'y a pas de plantes qui poussent plus vite que ça sous nos conditions. Même du maïs, ça ne compare pas à la croissance des saules, là. Euh, et donc, ça veut dire que c'est des plantes qui photosynthétisent et ben, ça veut dire qu'elles absorbent d'autant de carbone, de CO2 de l'atmosphère, puis donc on peut décharger aussi l'atmosphère de ces gaz à effet de serre puis de ces contaminants. Et donc, on évalue que par hectare, on pouvait fixer annuellement près de 25 tonnes de carbone dans la biomasse. Alors ça, c'est intéressant. Et puis sans compter, ben, c'est sûr que ça améliore les paysages, puis ça a toutes sortes d'autres avantages. Et ça nous a amené à une autre question qui est un peu plus éthique, là, si on veut, mais qu'est-ce qu'on fait après avec ces sites-là? Et après les 8 ans où on a considéré que le sol de certains de nos sites était décontaminé, alors évidemment, là, ça questionne les responsables, les gestionnaires et puis les élus. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces sites-là? En même temps, on est un peu victime de notre succès parce que comme on a établi une végétation euh, pour les citoyens autour de ces sites-là, c'est un gros plus là, d'avoir, plutôt que d'avoir à leur vue des réservoirs de Suncor, puis des camions de Suncor ou d'autres, là, puis des industries, puis ce paysage, ben, ils avaient une barrière visuelle intéressante, un espace vert, un espace purifiant le sol, purifiant l'air euh, de la verdure, des pollinisateurs, des oiseaux, etc. Donc, c'est sûr que quand on nous disait, mais vous allez faire quoi une fois que ça va être décontaminé? Allez-vous nous mettre une nouvelle usine? Ben, je disais, ben, ça, c'est pas de mon ressort, mais on a travaillé beaucoup à convaincre l'administration de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, de pérenniser certains des sites. Il fallait avoir une idée originale. Et l'idée originale qu'on leur a apportée, c'est pourquoi vous ne la gardez pas comme espace vert, cette zone-là? Et on a eu un soutien, encore une fois, de la Fédération canadienne des municipalités pour entreprendre un projet qui me ravit. On a proposé un projet assez ambitieux de transformer certains des sites qui ont été remédiés, réhabilités par phytorémédiation et d'enlever donc la végétation phytorémédiatrice, nos saules, mes saules, pour, pour les remplacer par des arbres et de faire une espèce de forêt ou plus un arboretum, mais un lieu. On n'est pas supposé d'en parler publiquement de ce projet parce que la FCM se garde le droit d'annoncer des initiatives, mais disons qu'on ne fera pas une annonce publique officielle. Mais donc, on a initié un projet qu'on appelle la forêt de demain. La forêt de demain parce qu'on introduit dans ce secteur de l'île de Montréal des arbres d'origine plus méridionale, donc des arbres qui ne pousseraient pas normalement ici à Montréal, mais qui viennent donc de provenance naturelle du nord des États-Unis, au sud des Grands Lacs, si on veut, et
qui, selon nous, serait mieux adapté au climat qui va régner sur Montréal dans 30 ou 50 ans. Alors, l'idée, c'est de garder le site comme un laboratoire vivant, un centre de, de- d'essai pour tester des variétés d'arbres qui sont pas tout à fait naturelles ici, mais qui pourraient être très bien adaptées à demain. Malheureusement. Mais il faut parler de résilience, il faut parler d'adaptation au changement climatique. Ben, ça en est un bel exemple. Et donc, on a transformé 2 de nos hectares en... C'est un processus. Là, on a commencé à planter cette année. On va continuer l'année prochaine dans ce projet de forêt de demain. Et je pense que c'est une belle finalité. Et puis, en plus, je trouve que c'est comme si on fait ici de ce qu'on appelle de la migration assistée, mais c'est un peu comme si on accélérait la succession naturelle. Normalement, les saules, les peupliers, après un feu, après une perturbation, c'est les premières plantes qui vont s'établir. Progressivement viendront des plantes mieux adaptées à l'ombre et donc qu'on appelle de succession secondaire. Mais ici, c'est comme si on avait accéléré aussi le processus naturel de succession, puis introduit des plantes plus exigeantes sur le sol, sur l'ombre, etc. Mais nos sols font encore des brise-vents, ils sont encore là autour, font encore créer un peu d'ombre, créer un peu des conditions de litière et d'apport de matière organique, donc des conditions propices à l'établissement d'arbres qui sont plus exigeants. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais c'est un nouveau projet qui donne une belle finalité. L'arrondissement est content de ça, et puis je pense que les citoyens s'en réjouissent aussi, bien sûr. Alors, je finis là-dessus. Vous avez compris que la phytorémédiation, ben, ce n'est pas la solution à tout, là, mais c'est certainement une approche que nous, on a pu démontrer qui fonctionne. Euh, si on n'est pas pressé, si on a du temps, c'est une approche qui permet de réhabiliter des sols en générant toutes sortes de bénéfices autres en parallèle, qui amènent de la végétation, qui amènent de la biodiversité, qui amènent de la vie à cause de ce qu'on met au-dessus du sol, mais aussi les pollinisateurs, les oiseaux, mais aussi de la vie dans le sol, parce que ça améliore beaucoup, beaucoup les communautés ça nourrit les communautés microbiennes, puis donc ça permet de diversifier le microbiote du sol. Et donc ça, c'est intéressant aussi quand on aborde les sols au départ, ce sont des sols dans lesquels on peut considérer qu'il n'y a pas de vie, des sols morts. Donc on amène de la vie, on amène de la beauté aussi. Et donc ça transforme tout un passif environnemental en une zone qui est productive, et avec tous les avantages que ça peut générer à travers ça. Puis bien sûr, de la biodiversité, une belle façon de créer des zones vertes, d'améliorer la qualité des sols, puis tant mieux si on peut pérenniser par la suite. C'est pas nécessairement le but premier, mais dans certains cas, c'est une belle finalité si on peut garder aussi ces espaces-là comme des espaces verts. Dans l'est de Montréal, il y a un grand déficit d'espaces verts et puis je pense que la volonté de l'arrondissement au départ, c'était on aimerait créer une zone changer la mentalité que l'Est de Montréal, c'est pas gris, mais c'est peut être aussi vert. Alors voilà, je vois que mon temps est un petit peu excédé, mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je remercie nos partenaires, puis ben, je pourrais prendre des questions si vous en avez, ça me fait plaisir. Il y en Merci. a vraiment beaucoup. Donc, clairement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes C'est les ça, oui. questions, mais on va essayer le plus possible. Sinon, je ne sais pas s'il y avait une façon que les participants pouvaient te contacter, s'il y avait vraiment des cas plus particuliers. Ben oui, avec plaisir. Je demeure toujours disponible. C'est facile de me rejoindre, soit via la SQP, soit vous me trouvez à l'IRBV facilement. Moi, je suis à la fois chercheur à l'IRBV, mais aussi gestionnaire au Jardin botanique. Et puis, donc, c'est assez facile de me rejoindre. Et ça me fera plaisir si vous avez des questions, et puis, on travaille pour que ça soit pris par d'autres, là. Donc, mais ce qu'on a pu faire, c'est que la preuve que ça fonctionne, quoi. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de questions, mais il y en a une, je vais essayer de les passer une par une, là, mais il y en a une que j'ai vue qui est quand même très pertinente, là. C'est, vu tous les avantages et bénéfices, pourquoi qu'on
pourquoi que la phytorémédiation n'est pas encore autant utilisée pour décontaminer? Ben, la raison est simple, hein. C'est que ce n'est pas payant. C'est pas Mm. payant pour une entreprise qui se lancerait dans une telle aventure parce que d'abord, on ne peut pas facturer avant plusieurs années. Et et deux, on ne peut pas donner de garantie. Alors, si mettons, un entrepreneur se disait, ben, moi, je vais faire ça, de la phytorémédiation, c'est facile, on met des plantes dans le sol, puis on attend, puis alors on gère un peu la biomasse, mais d'un point de vue euh, tu sais, plan d'affaires, c'est compliqué. Et je crois que c'est ça le principal obstacle, c'est que c'est compliqué de pouvoir euh, donner, mettons, une certification que dans 4 ans ou dans 5 ans ou dans 8 ans, ça va être 100% décontaminé. Puis en même temps, quand est-ce que tu es payé? Tu es payé quand tu finis ton projet, mais non, c'est compliqué. Le, je dis souvent que Joe Pépine, là, qui arrive avec sa pelle mécanique, et lui, c'est facile. J'arrive avec ma pelle mécanique de mon camion, puis tu sais, j'enlève le sol, puis demain matin, j'envoie la facture, puis bingo. Alors, c'est ça, je crois, l'obstacle. Puis donc, ça peut peut-être être fait par des organisations, peut-être des regroupements, des coopératives. C'est peut-être plus ça qu'il faut créer, mais comme une entreprise qui se lancerait dans de la phytorémédiation, ça serait peut-être un business à risque un peu, je dirais. C'est peut-être Mhm. ça, je sais pas. T'expliques. OK. Parfait. OK, on va essayer en ordre de que les questions ont été posées. Est-ce qu'il y a eu des essais avec le sorgho et le millet japonais pour la phytorémédiation? Oui, il y en a eu, moi, pas personnellement, mais oui, le sorgho a été utilisé. En fait, des plantes qui ont des croissances rapides, c'est intéressant à les utiliser. Puis, en somme, on arrive à faire souvent ce que les saules peuvent faire. Euh, Moi, je n'ai pas expérimenté le sorgho ni le millet, mais je sais qu'ailleurs dans le monde, il y a eu des travaux qui ont été faits avec des plantes de cette espèce-là, avec, il me semble, d'assez bons succès. Euh, Nous, on a préféré miser sur des plantes ligneuses pour les raisons que je mentionnais de croissance, d'efficacité, d'effet. Dans certains cas, on a fait des projets, je fais une parenthèse rapide, là, mais on a mis des saules en place et puis les citoyens, les responsables nous disaient, waouh, ça marche vos affaires. Alors que dans le fond, il y avait aucun effet encore sur le sol, mais les plantes poussaient. Puis ça, donc, l'effet psychologique n'est pas à négliger non plus. Alors, on arrive à voir ça beaucoup avec des plantes qui ont des croissances rapides et qui sont pérennes et ligneuses. Ouais, donc c'est pour ça que moi, j'ai surtout misé sur ces plantes-là. Et je pense que ça fonctionne bien. OK. Parfait. On avait une couple de questions en lien avec ça, puis aussi justement avec l'utilisation de la biomasse qu'on a parlé un peu tantôt, mais aussi on avait plusieurs questions en lien avec les plantes exotiques envahissantes, si ça peut compétitionner. Ben, complètement. Le site sur lequel les sites sur lesquels on a surtout travaillé, je montrais souvent des images là, de sol à nu, pas de, tu sais, puis des graviers. Mais là où il y avait un peu de sol, mettons, il y avait aussi des fragmites. C'était la plante principale qui colonisait ces lieux, dû aux conditions propices, là, souvent de milieux qui se drainent mal, de l'eau qui reste présente et l'agressivité de fragmites. Alors, je disais souvent, nous, on se bat contre les contaminants, mais on se bat beaucoup contre les fragmites. Et on a réussi très, très bien. Ça n'a pas été compliqué. Dès que les saules prenaient le dessus, ombrageant les fragmites, euh, la compétition était assez forte pour la lumière et les fragmites, je ne dis pas qu'on n'en voyait plus, mais on n'avait pas de difficulté à les réprimer. Et donc, oui, ça fonctionne très bien pour combattre, si on veut, les plantes qui pourraient être considérées comme envahissantes. Puis c'est avec ça qu'on se battait d'ailleurs sur les sites. OK. Parfait. Quelle est la profondeur maximale que ces racines peuvent atteindre pour les saules? Ouais, alors on est dans des horizons peu profonds. On est je dirais que dans les 60 premiers centimètres, on trouve une prospection de racines. Quand on densifie comme on le fait, ça force les racines aussi à descendre plus en profondeur pour aller chercher
plus d'eau, des nutriments, etc. Nous, on est dans cette zone-là où on est efficace sur une période de 8 ans. Plus en profondeur, ça devient un petit peu utopique, à part pour la question d'ascenseur hydraulique dont j'ai parlé. Mais dans les cas, moi, je n'ai pas fait ça souvent. On l'a proposé dans le cadre d'un nouveau projet qu'on voudrait faire, où la contamination est plus en profondeur. En ce cas-là, ce qui est possible de faire, c'est on peut excaver le sol, ramener la zone contaminée en surface, l'étendre et faire une plantation sur le sol qu'on ramène en surface. Donc, c'est une autre façon de procéder qui permettrait à la phytorémédiation de s'appliquer à des situations où la contamination est plus en profondeur, ce qui est tout à fait réalisable. Mais si vous pensez qu'en mettant des plantes, vous allez aller chercher de la contamination à 4-5 mètres, non, ça, c'est pas faisable, là. Ça se Mhm. rendra pas là. OK. Est-ce que l'économie de 80% comprend également les coûts d'installation de la technologie de phytorémédiation? Non. Alors, quand c'est une image rapide que j'ai faite, puis en toute Mhm. honnêteté, je sais que les gestionnaires de notre partenaire, Pétromont, puis ils sont très fiers hein, de ça. Moi, j'avais demandé est-ce que je peux parler de ça? Hein? Oui, oui, Mhm. parle-en, c'est bien. Alors, eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est-à-dire qu'ils avaient un budget du montant que je vous ai parlé. Et quand ils ont refait à la fin après, on a mis quand même des soldes qu'on a suivis pendant 10 ans sur leur site. Ce qui est encore là très exceptionnel, là. C'est rare qu'on fait ça. On n'a pas eu des projets qui ont duré aussi longtemps, mais on n'a presque rien fait, hein. On a mis des soldes, puis on les a suivis un peu, puis on allait mesurer des choses. Il y a des étudiants qui allaient mesurer différents paramètres et qui ont fait leur doctorat même sur ce projet-là. Mais, euh, mais en somme, ça n'a pas, nous, exigé beaucoup d'investissement, sauf à l'implantation. Et très, très peu par la suite. On a récolté la biomasse à 3 reprises, même pas, à 2 reprises dans ce secteur. Donc là, il y a eu des coûts de récolte, pas très chers, mais quelques milliers de dollars. Le site en question faisait à peu près 1,5 hectare. Et c'est quand même donc, quand je dis que l'économie de 15 millions, c'est vraiment 15 millions par rapport à ce qui avait été planifié de coûts d'excavation et de transport du sol contaminé. Il faudrait peut-être enlever, Mhm. mettons, 25 000 $ à ça. Quand même. Et, là, je vais massacrer probablement le nom, mais de la plante. Est-ce qu'on sait que Salix Biana est un excellent candidat? L'avez-vous comparé à des sols indigènes? Et lesquels? Oui, ben, oui. Alors, quand je montrais des photos par drone de toutes sortes de couleurs, ben, évidemment, on a testé plusieurs espèces de saules. On a travaillé beaucoup avec des saules exotiques avec lesquels on a beaucoup de succès parce qu'ils poussent vite puis ils poussent bien ici. Des Salix purpurea, Salix miabiana, effectivement. Mais on a aussi Discolor. Et on a Salix intérieur avec lequel on a travaillé. On a travaillé aussi avec Salix Babyana. Euh, Babyana ne nous a pas donné des très bons résultats. Euh, Iriocéphala aussi, qui a tendance à être sensible à certaines rouilles. Alors, dans certains cas, on souhaitait que les plantes indigènes fonctionnent mieux, donc les sols indigènes. Euh, Discolore est un bon candidat, plus que n'importe quel autre. Et puis, il nous donne des rendements, je dirais, en productivité, mais aussi en efficacité comparables à Salix Beana, qui est Mhm. une espèce qui est un exotique. Et je pense que ça répond à plusieurs personnes qui ont posé des questions du genre. Sinon, avez-vous fait des tests de phytorémédiation au nord des latitudes 47-48, en fait, dans les sites miniers en région nordique? On aurait aimé, non, on n'a pas fait. On a un secteur à Saguenay où on fait un projet où on suit certains paramètres qui étaient établis plus récemment. À mon avis, ça fonctionne, là, c'est le même principe. Le problème, c'est que les productivités sont nettement plus faibles et si on veut que la phytorémédiation fonctionne bien dans un horizon raisonnable,
des saisons de croissance plus longues. Euh, Mhm. on a eu des projets pas de phytorémédiation, mais de production de sol dans la région de l'Abitibi, euh, avec des rendements intéressants pour certains des cultivars de sol avec lesquels on a travaillé, mais qui se comparent nullement à ce qu'on a comme rendement dans le sud du Québec. On a eu des projets, on a testé certains cultivars, encore là, pas en phytorémédiation, uniquement pour la productivité, dans la région de la Pocatière, donc dans le bas du fleuve. Et jusque dans ces régions-là, on a des rendements qui se comparent même, je dirais, avantageusement à ce qu'on trouve dans le sud de Montréal, là, sur la rive sud de Montréal. Alors, les sols sont bien adaptés aux conditions climatiques du Québec, mais plus au nord, oui, ils vont pousser, mais il faudra probablement prévoir plusieurs années additionnelles pour qu'une phytorémédiation soit efficace. Et là, ça peut même être le double de ce qu'on peut espérer à Montréal, parce qu'on est dans des Mhm. productivités nettement plus faibles. Mhm. OK, parfait. Avez-vous testé le BRF et le compost issu de ce BRF pour voir si ça n'avait pas été juste dilué ou disséminé? Non, on n'a pas travaillé avec du BRF. Ça fait partie on discute d'un projet actuellement avec le ministère du Transport et on Mhm. voudrait peut-être expérimenter quelque chose. Le BRF pourrait nous apporter certains avantages dans certains cas, euh, mais aussi être peut-être désavantagé à cause de la question d'absorption des contaminants que ça pourrait créer. Ça peut être intéressant pour si on veut stabiliser, si on vise une phytoextraction, peut-être que le BRF, le biochar plutôt, pourrait être problématique. Oui, oui, ça fait partie de ce qu'on veut tester. Mais nous, dans nos projets, on ne l'a pas testé. Mhm. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la question de la biodisponibilité est un critère extrêmement important quand on fait de la phytorémédiation. Souvent, on peut aller sur des sols où c'est contaminé peu importe, en cuivre, en zinc, en plomb, mais les contaminants, s'ils ne sont pas biodisponibles, ça peut freiner beaucoup la décontamination. J'ai pas voulu trop insister là-dessus, déjà que j'ai largement dépassé mon temps, mais, euh, mais pour que les métaux peuvent être sortis du sol, il faut qu'ils soient disponibles. Si on ajoutait du biochar, ça pourrait limiter la biodisponibilité. Et donc, on travaille plus à amender les sols de façon à accroître la biodisponibilité et les plantes comme telles, avec une grande densité de racines qui exudent différents acides organiques, vont accroître la biodisponibilité. C'est un peu le principe d'ailleurs de faire de la phytorémédiation. Les racines peuvent déloger les particules qui autrement resteraient absorbées aux particules du sol. Donc, ça marche, là. Mais c'est vrai que c'est un frein. Et le biochar pourrait être contre-indiqué peut-être dans certains aspects. Je vais prendre juste une dernière question. Là, j'essaie de. Je vais prendre toutes les autres questions puis voir si on peut répondre de façon très courte par après puis envoyer les réponses, là, mais à voir. Donc, pour la dernière question, ok, attends. On va. Ok, deux petites. Il y en a une qui est sûrement vite. À quelle fréquence récoltez-vous la biomasse? Ouais, alors on y va selon la croissance des plantes. Puis on a trouvé que les cycles de 3 ans sont à peu près les meilleurs sur ces sols-là. Ceux qui exploitent de façon commerciale des plantations de saules, ça se fait, ça existe au Québec, ils récoltent souvent aux 2 ans parce que après la machinerie est un peu euh, problématique. Les diamètres deviennent trop gros, etc. Sur des sols contaminés, la croissance est un peu plus lente. Donc, aux 3 ans, c'est un bon cycle. Et on a besoin de receper, donc de tailler les sols pour pour maintenir une bonne activité, puis une bonne croissance, une bonne phytoextraction. Donc, l'idéal, c'est aux 3 ans
pour la majorité des sols et des conditions dans lesquelles on a travaillé. Si Mhm, la croissance était plus lente, dans des sols encore plus pauvres, on pourrait aller aux 4 ans. mhm. OK. Parfait. Dernière question. OK. Là, avec une petite mise en contexte. Malgré la preuve scientifique solide démontrant l'efficacité de la phytorémédiation, j'ai l'impression que plusieurs municipalités dans certaines régions hésitent à reconnaître publiquement la contamination de certains terrains municipaux. Cette Hmm. réticence complique considérablement la mise en œuvre des projets qui ont pourtant démontré leur pertinence et leur durabilité environnementale. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour mieux les sensibiliser et les convaincre de s'engager dans ce type d'initiative? Ouais, ben, on se bute à ça, hein. Effectivement, les propriétaires terriens, ils n'aiment pas trop dire qu'ils ont que ce soit une ville Hmm. ou une entreprise ou tu sais, euh, peu importe, là, tu Faut sais, pas qu'ils CN, demandent de Hydro-Québec, peu importe, décontaminer, là. nommez-les. Ils n'aiment pas ça, hein. Puis parfois, d'ailleurs, on donne des chiffres sur le nombre de sites contaminés, mais c'est les données qu'on a, mais il y a beaucoup de sites qui ne sont pas déclarés tu sais, on n'a pas les statistiques, les données. Euh, le conseil que je donnerais, c'est ben, souvent d'ailleurs, quand on aborde ces problématiques-là, on demande, mais depuis quand le sol, le site en question ici est problématique? Puis souvent, la réponse est ben, depuis toujours. Les gens vont nous dire, ben, moi, je suis ici depuis 20 ans, puis c'est comme ça, là, tu sais. Hmm. Et on leur dit, mais si on avait commencé il y a 20 ans, comme une phytorémédiation et à gérer la biomasse, le sol, il serait aujourd'hui certainement de bonne qualité, là. Donc, c'est pas évident, mais je pense que plus il y a des projets qui se font, qui font la preuve, et même le ministère de l'Environnement au Québec est très réticent à- à- à recommander la phytorémédiation comme une pratique de Hmm. décontamination, un peu pour les raisons que je mentionnais. Et beaucoup parce que la preuve de concept n'est pas là tellement. Il n'y a pas tant de projets de longue durée qui ont été faits, bien documentés, bien suivis. Hmm. Et c'est dommage parce que les projets de recherche, c'est rare que ça dure 10 ans, là, tu sais, dans le sens, les organismes de recherche, ils financent un projet de 4 ans, puis après, ben, il faut que tu leur soumettes autre chose parce qu'ils ne vont pas nécessairement continuer à financer la même chose. Et c'est vrai qu'il y a peu de projets qui ont été faits sur de longues durée, mais on en a fait et on voit que quand on fait ça sur plusieurs années, on arrive aux résultats qu'on démontre. C'est pas, c'est pas 100%, là. Et je vous dirais que sur les sites, il y a encore des hotspots de contaminants. C'est pour ça que dans notre forêt de demain, là, on a laissé des saules sur les zones encore contaminées pour qu'ils continuent de faire le travail aussi. On va les suivre et puis on va y arriver peut-être dans 5 ou 10 ans additionnels, mais c'est bon. Ils jouent plusieurs rôles là, à ce moment-là, les saules. Ils continuent de décontaminer le sol et puis ils jouent le rôle de brise-vent et tous les autres rôles dont je mentionnais tout à l'heure. Et je pense qu'on peut conclure le webinaire. Donc, merci beaucoup. Je pense que le monde a bien apprécié avec toutes les questions qu'on a eues. Ouais, Puis, ben ça m'a fait ben, plaisir. C'est dommage qu'on ne soit pas en présentiel, mais peut-être un puis, jour. est-ce qu'il y aura des visites éventuellement? Oui, on va essayer d'organiser ça. C'est des sites assez spectaculaires parce que les gens ne s'attendent pas dans un endroit comme l'Est de Montréal à trouver ce genre de. Je vous montrerai des images que j'ai montrées récemment. On dirait qu'on est en Amazonie là, avec les saules qui ont grandi et tout ça. C'est très, très joli. Merci Merci. beaucoup. Ben, merci à tout le monde d'être resté aussi longtemps. J'espère que ça vous a C'était plu, très mais intéressant. c'est agréable pour moi d'être là ce matin. Merci. Merci. Bonne journée.